a besoin d'être en lien, d'être en communion avec un autre ou avec d'autres, mais que c'est quand même, et que ça a toujours sûrement été difficile. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons le luxe ou l'illusion de ce luxe de pouvoir s'en plaindre et de pouvoir essayer de changer la chose. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé, bonjour, bienvenue. Il y en a qui font le pont, eh bien nous avons choisi de rester sur le pont avec ceux qui travaillent et tous ceux qui permettent à la France de tourner. Vous êtes nombreux d'ailleurs à travailler aujourd'hui, tout le monde ne s'arrête pas pendant 4 jours. Alors vous êtes les bienvenus et nous sommes en direct ce matin et j'ai choisi d'inviter Ali Habibi. Bonjour Ali. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de vous voir, vous êtes membre fondateur de AVS, d'À Votre Santé. Vous étiez là avant que l'émission elle existe même, puisqu'on avait fait des réunions, je me rappelle, dans une petite salle en bas avec Linda Benjafer, dont nous parlions hors antenne. On avait parlé de cette émission pour la première fois. Ça remonte, hein ? Ouais, voilà. Ça ne rajeunit pas. Et Ali Habibi fait partie des gens qui, pendant des années, se sont étonnés qu'on ne filmait pas les émissions. Alors que moi je m'y opposais, je disais non, on fait de la radio, Ali. Il m'a dit non, aujourd'hui il faut penser. Les gens ont besoin de voir. Voilà, les gens ont besoin de voir ce qui se passe. C'est pour ça que les émissions aujourd'hui sont filmées, ça fait plus de 30 millions de vues, mine de rien, Ali. Comme quoi ? Vous aviez raison. Ça peut arriver. Alors je le disais, vous êtes un des historiques de l'émission. Vous avez pris du temps pendant quelques années puisque vous êtes retourné vous former en France et à l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes PhD, comme on dit, en psychoclinique et en psychopathologie. Vous êtes thérapeute du couple et de la famille et vous faites partie des numéros qui circulent sous le manteau quand on nous appelle et qu'on dit voilà, on a un couple autour de nous qui fonctionne pas, voilà, on donne votre numéro. Mais je dois dire que c'est souvent très compliqué de vous joindre et d'obtenir un rendez-vous tellement vous êtes sollicité aujourd'hui, Ali. Et oui, ça fait quelques années d'ailleurs. Oui, ça fait un moment. On essaye de faciliter au mieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ouais. C'est vrai que l'imam Abdelali, quand on parle de couple, il dit allez voir Ali Habibi. Je dis attends, allez voir Ali Habibi. Encore faut-il qu'il y ait de la place, oui. Ali. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre dernier bébé. C'est une plateforme, Ali, qui s'appelle Islam et Psycho. C'est vrai qu'on a mis longtemps à associer ces deux mots, islam et psycho. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre plateforme ? Des formations, des thérapies digitales. Alors des formations et des thérapies digitales. Des thérapies digitales. Oui. Alors j'ai mis en place des thérapies digitales pour. Alors c'est des protocoles qui sont. C'est surtout pour les addictions. Donc les addictions comportementales, addiction à la pornographie, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, etc. J'avais énormément de demandes par rapport à ces problématiques-là et ne pouvant justement pas accompagner tout le monde, étant donné que c'est des protocoles qu'on peut mettre en place et qui peuvent être appliqués et qui peuvent aider la majorité des personnes qui ont ces problématiques, on a mis ça de manière digitale. En gros, c'est des vidéos, des exercices, des protocoles à suivre qui sont aussi sur la plateforme. Il y a aussi des formations de manière plus traditionnelle, des séminaires. Donc sur la préparation au mariage, la gestion des conflits, l'éducation des enfants, l'éducation sexuelle chez les ados, chez les adultes, mais aussi sur le cheminement spirituel. Voilà. D'accord. Donc quand vous parlez de plateforme, c'est quoi ? C'est un abonnement ? Il faut se connecter ? Comment ça se passe ? C'est ça, faut s'inscrire. C'est un abonnement mensuel qui coûte 9,99 € par mois. Et vous avez accès donc à tout le contenu et tout le contenu qui arrivera parce que je prépare des séminaires régulièrement. Donc on en a 2 là qui arrivent prochainement, sur la gestion justement des conflits dans le couple et un autre sur la gestion de l'anxiété. On a mis du temps quand même à associer les mots, je le disais tout à l'heure, islam et psychologie, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette question ? Parce que derrière cette question, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui pourrait être incompatible avec la religion musulmane dans la psychologie, par exemple ? La psychologie, c'est très large et très vaste. Il y a énormément de théories. Il y a des écoles, parce que souvent on dit la psychologie, mais il y a des psychologies. On dit la psychanalyse, mais il y a des psychanalyses. Donc il y a énormément de théories. Et la problématique qui se pose, et qui se pose encore aujourd'hui en réalité, c'est-à-dire qu'on a un peu avancé, et moi c'est mon objet de recherche, mais on n'a pas forcément énormément ou tant que ça avancé. Dans le sens où beaucoup de personnes pensent que c'est opposé, ou que c'est pas compatible. Quand on est religieux, très croyant, et qu'on veut justement que le paradigme qu'on a, les croyances qu'on a, notre vision du monde qu'on peut avoir en tant que croyant, soit appliquée dans la thérapie ou dans les psychothérapies. Ce qui n'est pas forcément le cas. Vous avez des psychothérapies qui n'intègrent pas le fait religieux, qui ne prend pas en compte le côté religieux de certains patients. Et d'autres qui le font, mais qui le font avec une distance ou avec une position où justement on accueille ça, mais
pas comme le patient forcément l'aimerait. Donc il y a la question de est-ce que en tant que croyant je peux aller voir par exemple un psychologue? Ça, c'est une question que beaucoup de croyants se posent. Et vous avez des positions de certains savants qui disent que non, que c'est pas possible. Parce qu'il y a une peur de détournement de croyances, parce qu'il y a une crainte de non-respect de certaines mœurs, vous voyez. Donc, si vous allez voir un psychologue qui vous donne des conseils qui sont en contradiction avec votre religion ou avec votre croyance, ça pose problème. Ça pose problème, en tout cas pour un psy, c'est là pour conseiller ou Non, un psy n'est pas censé. Alors, il peut être amené à conseiller. Ouais. Il peut être amené... Et les psys conseillent, ils donnent des conseils, même si c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'aider la personne à comprendre ses problématiques et à trouver elle-même des solutions. Mais vous avez des psys qui prennent position, vous avez des psys qui conseillent, vous avez des psys qui vont avoir la volonté de reproduire leurs propres croyances, vous voyez, même si ce n'est pas forcément c'est pas forcément mal intentionné, ça part d'une bonne intention, parce que ça part de l'intention de ça peut être bon pour lui, ou en tout cas je pense que c'est bon pour l'humain, donc je l'applique dans ma psychothérapie. Sauf que quand la personne, pour elle, c'est pas quelque chose qui est bon, ou c'est quelque chose qui peut même créer des problèmes, eh ben ça pose souci. Donc moi, ma position, c'est d'essayer de lier les deux, de prendre en considération ce qu'on apprend justement en psychologie sur la compréhension de l'humain, les outils qu'on connaît et qui fonctionnent sur la plupart des gens par rapport à leurs problématiques, mais de prendre en considération justement la croyance des patients et voire même d'utiliser cette croyance en psychothérapie. Mais est-ce qu'il y a des procédés qui sont utilisés par un psy, par exemple, qui seraient interdits en islam ? Alors, des procédés... Il y a une question qui revient souvent, par exemple, sur l'hypnose. Sur l'hypnose. Voilà. Alors, déjà, c'est vrai que c'est l'exemple qui revient le plus souvent. C'est finalement, est-ce que l'hypnose, est-ce qu'on ne serait pas amené à faire des choses qu'on ne ferait pas dans un état de conscience modifié, vous voyez. Alors, il y a deux soucis. Le premier, c'est que, alors déjà, tous les psys ne font pas d'hypnose, vous voyez. Moi, par exemple, je pratique pas l'hypnose. Je n'ai jamais utilisé l'hypnose en psychothérapie. Pas parce que c'est contradictoire avec l'islam, c'est juste parce que j'ai pas été formé à l'outil, tout simplement. Donc déjà, tous les psys ne pratiquent pas l'hypnose. Et quant aux psys qui pratiquent l'hypnose thérapeutique, de ce que j'en sais, n'a rien de contradictoire avec la religion musulmane ou avec les croyances musulmanes. C'est la position de ceux qui disent que l'hypnose est interdite. Ils vont pas forcément définir déjà ce qu'est l'hypnose, ou alors ils vont parler d'une hypnose qui n'est pas l'hypnose thérapeutique. Oui, déjà, il y a la croyance, l'hypnose de la télévision, en fait, il y a une croyance qu'on perd conscience, qu'on n'est plus maître de soi, et que la personne fait ce qu'elle veut de nous. Mais c'est pas l'hypnose thérapeutique. Dans l'hypnose thérapeutique, vous êtes conscient, vous êtes toujours conscient du début jusqu'à la fin de l'exercice, et l'idée c'est de proposer des suggestions pendant l'hypnose qui permettront aux patients de trouver des solutions ou d'aller mieux. Donc l'hypnose thérapeutique peut être utilisée pour quelqu'un qui veut arrêter le tabac, et ça peut fonctionner chez certains pendant une période. C'est pas forcément définitif, mais ça aide. Donc alors l'hypnose, c'est la question qui revient souvent. Mais il y a aussi le fait de déballer sa vie par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a aussi cette... ça pose pas vraiment problème, parce que de tout temps, ça a toujours existé. C'est-à-dire d'aller voir une personne qui a une forme de sagesse, qui a des connaissances, à qui on peut parler, qui peut nous conseiller, parce que dans les traditions orientales, c'est plus on va chercher quelqu'un qui va nous donner conseil. Mais à qui on va parler de soi et des autres aussi. Oui, et là se pose la question de la médisance, éventuellement. Et c'est pour ça qu'il faut... c'est intéressant, c'est un élément à prendre en considération. Moi, j'ai regardé les textes qui justement parlaient de ça, et c'est super intéressant. Vous pouvez aller voir quelqu'un, mais il ne faut pas médire, ou il ne faut pas calomnier, etc. C'est là où ça peut poser problème pour le psychologue qui a une position purement occidentale, qui va se dire, mais nous, on accueille tout. Il faut libérer la parole. Au contraire, il faut en parler. Si vous le refoulez ou si vous le gardez en vous, eh ben, c'est peut-être la cause de votre névrose ou la cause de votre mal-être. Donc, je pense qu'il faut l'accueillir, mais prendre quand même en considération pourquoi ça peut poser problème pour la personne d'en parler ou de ne pas en parler. Vous voyez, j'ai des patients comme ça qui me disent, voilà, bon là, je peux pas parler de ça parce que ça serait de la médisance ou... Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne ne peut pas en parler, qu'est-ce que ça lui fait de ne pas en parler. Vous voyez, c'est quand même de l'utiliser et de voir ce qui joue pour elle. Après, vous avez d'autres... c'est pas forcément des outils qui vont poser problème pour les savants musulmans qui peuvent s'opposer parfois à la psychologie ou à la psychologie occidentale. Ça peut être... Pour expliquer d'où vous parlez, d'ailleurs, vous avez un double cursus, parce que vous avez eu cette formation théologique, Ali. Oui, j'ai étudié un peu la religion et j'ai énormément étudié la psychologie. Donc, vous avez la double casquette. Maintenant, ce qui pose réellement problème, c'est... la position qu'on peut avoir théorique sur qu'est-ce que l'humain.
comment on détermine un humain ou comment on définit l'humain ou quels sont les différents facteurs qui sont pris en compte. Donc si par exemple vous prenez la psychanalyse freudienne ou même les autres psychanalystes qui travaillent sur l'inconscient, c'est le principal outil, c'est l'inconscient. L'inconscient, ça reste une croyance. C'est pas plus fou de croire en l'inconscient que de croire au djinn, vous voyez. Mais ils vont travailler sur l'inconscient. Jusque-là, c'est pas forcément un problème au niveau religieux. Là où ça va poser problème, c'est que si par exemple un psy vous dit l'âme n'existe pas et on la prend pas en considération, et ben pour le croyant, ça va poser problème. Parce que je ne suis pas que matériel. Ce sera pas son référentiel. Je ne suis pas que mon corps et mon cerveau. Il y a aussi une histoire de croyance au niveau de l'âme qui s'intègre au niveau du corps. Il y a la croyance au monde invisible qui est aussi pris en considération, parfois un peu trop. On lui met un peu trop de choses sur le dos, mais qui doit être pris en considération. Donc la perception même de l'humain va définir certaines théories. Et puis, il y a aussi les objectifs. Je reviens à la psychanalyse. En réalité, et ça c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais un des objectifs de la psychanalyse, c'est ce qu'ils appellent le processus de subjectivation. L'idée, c'est de vous permettre d'être le plus sujet possible, c'est-à-dire le plus libre possible, c'est-à-dire le moins aliéné possible. Jusqu'ici, tout va bien parce que ça rejoint ce que recherche l'islam, c'est-à-dire de vous désaliéner de tout ce qui de tout ce à quoi vous pourrez être soumis, mais avec l'idée de se soumettre à un Dieu unique pour se libérer de tout le reste. C'est là où il va y avoir une petite différence. Mais vous avez d'autres approches thérapeutiques, psychologiques qui vont vers l'idée d'un épanouissement personnel, d'un bonheur personnel, du divin en soi. Ça, c'est un truc qu'on retrouve chez Jung, mais qu'on retrouve aussi dans différents courants de développement personnel, où l'idée, c'est de s'épanouir par ses propres moyens, d'être capable de tout, de réaliser tout par soi-même. Religieusement, ça pose problème. Vous voyez, parce qu'on enlève Dieu de l'équation, et pour un croyant, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, en fait, les questions vont être réellement au niveau de la perception, de la théorie, et même de la philosophie même. De la position du thérapeute. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens, je mets des guillemets, dans la communauté qui ne vont pas voir le psy, qu'on envoie plus facilement en première intention faire une rokia et ça a été un courant quand même. Oui, alors qu'il existe toujours. Il y a une quinzaine d'années, les gens d'abord allaient faire une rokia pour... Ça, c'est toujours actuel. C'est-à-dire, c'est toujours actuel. Les gens vont toujours faire... Alors, la ruqya, c'est une thérapie traditionnelle par le Coran. On le traduit souvent par l'exorcisme, mais c'est pas une bonne définition de l'exorcisme, parce que dans la ruqya, il n'y a pas forcément une histoire de possession. Ça peut être le fait d'exorciser quelqu'un qui pense être possédé, mais ça peut être aussi travailler sur la sorcellerie, le mauvais œil, ou alors juste d'apaiser la personne avec des paroles coraniques. Les gens vont toujours faire énormément de ruqya en général. La différence, et c'est vrai que là, il y a quand même une évolution, et on la voit chaque année, les gens vont de plus en plus voir des psychologues. Alors, en premier lieu, les croyants vont chercher des psychologues croyants, musulmans, mais il y a quand même une ouverture qui se fait sur le fait d'aller voir des psys non croyants ou non musulmans, ou qui ne mettent pas forcément un psy, en avant, voilà, un psychologue traditionnel qui ne va pas forcément mettre en avant ses croyances, et qui vont se faire accompagner. Alors parfois, ça ne se passe pas comme certains aimeraient, parfois ça se passe très bien. Donc c'est pas forcément un souci, c'est pas forcément un frein. Vous avez des très bons psys qui peuvent vous accompagner sans pour autant partager votre croyance et vous aider selon les difficultés que vous rencontrez. Donc il y a de plus en plus de personnes qui vont voir des psys et de plus en plus de personnes qui vont aussi voir des psychiatres. Ce qui est différent parce que... Alors le psychiatre, pour expliquer aux gens la différence entre un psychologue et un psychiatre... Alors le psychiatre, c'est un médecin. C'est un médecin qui a fait médecine et qui s'est formé qui s'est spécialisé sur le fonctionnement du cerveau. Alors le psychiatre, il va travailler sur les troubles mentaux assez graves et il va être plus. Alors il y a des psychiatres qui peuvent être amenés à faire des psychothérapies, c'est assez rare, mais c'est très bienvenu quand c'est le cas, mais qui sont plus dans une approche très médicale. Et il peut prescrire des médicaments, par exemple. C'est le seul qui peut prescrire des médicaments avec le médecin généraliste. Alors que le psychologue, il va plus traiter sur les pensées, sur les différentes perceptions du patient et l'aider à trouver des solutions. Donc vous avez de plus en plus de gens dans la communauté qui vont voir des spécialistes de la santé mentale, et c'est très bien. Ali Habibi qui est avec nous aujourd'hui en direct, et vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions si vous en avez au standard. Oui, on est en direct en 0153 48 3000, vous pouvez tester. C'est Giovanni qui vous répond. Je rappelle, Ali, que vous venez de créer une plateforme que vous avez mise en ligne qui s'appelle Islam et Psycho. Donc ça fonctionne. Oui. Si vous voulez vous abonner, c'est à partir de maintenant. Alors, on va parler du couple, Ali. Souvent, on vient vous voir. Quand les couples viennent nous voir, en général, ils vont pas vous voir parce que ça va bien. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est très rare. J'ai eu quelques couples comme ça qui venaient me voir en me disant en fait, nous, on va bien, mais on vient vous voir pour continuer à aller bien.
Ah oui. Et pour améliorer notre fonctionnement. Mais force est de constater que c'est quand même assez rare. La plupart des couples qui viennent parce qu'ils vont mal, voire même très mal, et viennent même souvent très tard, voire trop tard. Alors, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de rester, de vivre en couple ou pas du tout? Alors, je pense que je ne sais pas si c'est plus difficile en comparaison au passé, parce que ça pouvait être aussi très difficile avant, mais la nécessité faisait que on ne se posait même pas la question d'autre chose, de est-ce qu'on pouvait faire autrement. Donc on subissait, on supportait, on patientait. Je pense que ça, en réalité, que l'humain a besoin d'être en lien, il a besoin d'être en communion avec un autre ou avec d'autres, mais que c'est quand même, et que ça a toujours sûrement été difficile. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons le luxe ou l'illusion de ce luxe de pouvoir s'en plaindre et de pouvoir essayer de changer la chose. Quand on a la volonté de changer la chose, c'est déjà plutôt pas mal, mais la plupart du temps, les gens ne sont pas dans une volonté de changement, ils sont dans une volonté de faut que ça se passe comme je veux, et si ça se passe pas comme je veux, je me plains et je pars et je recommence le même schéma plusieurs fois. Mais donc c'est pas plus difficile, ça a toujours été difficile, je pense. C'est-à-dire que les générations d'avant ne s'en plaignaient pas, ne verbalisaient pas. Ils n'avaient pas ce luxe-là, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'ils ne pouvaient même pas envisager que c'était envisageable. Vous voyez, c'était limite utopique. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'était utopique pour les gens d'il y a 100 ans. Donc ils ne pouvaient pas le penser, ou s'ils le pensaient comme une utopie. Comme, alors, le comparatif, il est mauvais, mais pendant les périodes où l'esclavage existait, alors il existe toujours mais sous une autre forme, mais pendant la période où il y avait cet esclavage terrible qui existait, la plupart des esclaves n'envisageaient même pas la notion de liberté. S'ils sont nés esclaves et qu'ils ont grandi esclaves, ils ne savent pas ce qu'est la liberté. Donc si vous leur proposez la liberté, ils vont vous dire c'est quoi ou pourquoi faire. Vous voyez, donc c'est compliqué, parce que nous aujourd'hui avec du recul on dit mais comment ça se fait qu'ils ont accepté ça, mais quand vous naissez dans un environnement et que vous grandissez dans cet environnement, vous pouvez avoir du mal à envisager autre chose que cet environnement là. Donc à l'époque, par rapport, pour revenir sur le couple, ils ne pouvaient, je pense, même pas l'envisager, ou alors ils l'envisageaient très peu, ou comme une utopie. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont passées quand même depuis. Le monde a énormément changé et continue à changer, et en constant mouvement et évolution. Il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés qui font qu'aujourd'hui, on ne pense même plus le couple de la même manière. Le système qui a existé pendant une période est plus difficilement applicable aujourd'hui. Et c'est ça qui peut aussi poser problème pour certains, la non-acceptation qu'on puisse mettre en place un ancien système, ou alors la non-acceptation de l'ancien système et donc une forme de résistance. Mais je pense que c'est un luxe, mais c'est de pouvoir justement envisager la différence. Mais quand je dis luxe, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que c'est super que ça soit qu'on ait ce luxe-là. Ça montre quand même une forme de progrès malgré tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à penser l'épanouissement, ou à penser le bonheur, ou à penser justement le bien-être, c'est quand même génial, même s'il y a des travers. Oui. Ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps et dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Même s'il y a encore beaucoup de couples qui disent être malheureux et qui continuent à rester ensemble. Oui, et pour plein de raisons différentes. C'est des plaintes qu'on entend. On dit, mais alors pourquoi tu restes si c'est comme le boulot d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Après, bon, ça dépend. Je pense que chaque situation est différente. Même si on peut regrouper plusieurs situations dans des cases, c'est très complexe, vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils ont souvent tendance à vouloir beaucoup de simplicité et de facilité. Mais l'humain est très complexe. Et l'humain seul est très complexe. Alors l'humain en relation avec un autre humain, c'est déjà encore un peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Vous avez ceux qui vont s'intéresser aux facteurs génétiques, médicaux, physiques de la personne, mentale, etc. Vous avez le facteur environnemental et sociétal. Vous avez le facteur familial. Vous avez le facteur aussi des ancêtres et de ce qui a été mis en place. Vous avez les croyances et les fausses croyances. Il y a beaucoup de choses. Et vous avez les influences aujourd'hui, toutes les influences avec l'imagerie, tout ce qui est vidéo, ou on en parlait une fois, donc que ce soit les séries, que ce soit les réseaux sociaux, bref, tout ça va contribuer à avoir de l'influence quand même sur votre couple. Et sur notre perception déjà, de base, sur notre perception des choses, et donc, par conséquence, sur nos relations. En fait, c'est pas directement sur le couple, c'est d'abord sur nos perceptions, puis après sur les relations qu'on a, ça part de là. Et donc oui, c'est pas si évident que ça. Il y a rien de plus compliqué que d'essayer d'expliquer des choses complexes simplement.
Ça, la complexité. Mais après, la tendance, c'est d'entrer dans du simplisme, mais là, c'est dangereux parce que quand on est dans une forme de simplisme, on se trompe et on est dans l'erreur parce que on va faire énormément de raccourcis et ça va pas être juste. Quelles sont les difficultés de la vie à deux que rencontre la vie d'aujourd'hui en 2022, par exemple? Le fait d'accepter l'altérité, de tolérer l'autre, de ne pas être forcément que dans une idée que l'autre doit répondre qu'à mes besoins. Et de ne pas penser, alors ça c'est quelque chose, dans la relation, on a besoin que l'autre réponde à nos besoins, mais on pense rarement à répondre aux besoins de l'autre. Vous voyez, on ne se positionne pas dans une forme d'échange ou dans une forme de complicité et de complémentarité. On est souvent dans cette forme assez centrée sur nous-mêmes où on veut que ça se passe comme on en a envie. Et dès que ça ne se passe pas comme on en a envie, ça devient compliqué. Le problème, c'est que si chacun est dans cette position-là, ça va vite être compliqué et ça va vite être conflictuel. Donc les gens ont des problèmes de communication, ont du mal à communiquer, ont du mal à échanger, ont du mal à définir leurs propres besoins. C'est parfois difficile. Est-ce que justement les difficultés de couple, c'est pas à la base des difficultés à communiquer? Oui, bien sûr, mais pas que. Parce que la communication, elle est majeure dans les problématiques de couple ou même dans les couples qui fonctionnent bien. C'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté et à utiliser tout le temps. Mais au-delà de la communication, il y a l'éducation qu'on a reçue. Alors, ça ne signifie pas que c'est de la faute des parents quand je dis l'éducation qu'on a reçue. Parce que l'éducation qu'on a reçue, certes, à part des parents, mais vous avez la société et vous avez vous-même ce que vous en avez fait derrière à l'âge adulte. Et la manière, encore une fois, dont on a de voir le monde et de comment on se positionne là, elle peut mettre en difficulté. Vous pouvez être un très bon communicant, mais si vous êtes narcissique ou égoïste, vous pouvez avoir la meilleure communication du monde, ça va pas aller dans vos relations. Ça va poser problème. Parce qu'au bout d'un moment, quand l'autre va dire non, ou quand l'autre ne sera pas d'accord avec vous, ou quand l'autre ne voudra pas aller dans votre direction, comment vous allez réagir? Vous voyez? Donc la communication, elle est vitale, mais ce n'est pas le seul point d'ancrage. D'autres difficultés que justement qui font qu'il est difficile de vivre en couple aujourd'hui? Alors vous avez le fait de devoir composer avec justement cette altérité. Alors premier niveau de problème, c'est on perçoit même pas l'altérité. Il faut que l'autre soit limite un objet pour moi. Puis vous avez deuxième niveau, ok, je conçois qu'on est différent, mais faut pas trop que ça me dérange. Au début, ça dérange personne. Oui, mais parce qu'au début, il y a plein de choses qui se passent. Au début, tout le monde se dit, oh là là, c'est tellement facile de vivre ensemble. Oui, parce qu'au début, il y a la phase de séduction où on n'est pas déjà totalement nous-mêmes, où on met de côté tout ce qui ne va pas et où on est dans le fait de concrétiser un désir d'union et de communion. Donc, il y a plein de choses qui vous facilitent. Ça ne veut pas dire que les gens sont tricheurs ou hypocrites, etc. C'est biologique, c'est naturel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est quand on n'a pas suffisamment de recul ou quand ce début passe, de se positionner au fond, pourquoi on s'engage? Pourquoi on est ensemble? Pourquoi on est en couple? Vous voyez, cette question de pourquoi je suis en couple avec l'autre, c'est une question que peu de gens se posent, mais qui doivent se poser. Il faut le dire avant. Alors, l'idéal, ça serait de se poser la question avant. Maintenant, pour ceux qui ne se sont pas posé la question avant, il n'est jamais trop tard aujourd'hui de se poser la question, même si ça fait 10, 20 ans que vous êtes en couple et marié avec votre époux ou votre épouse, vous pouvez, et que si ça ne va pas, vous posez simplement la question au fond, pourquoi je l'ai épousée, elle ou lui? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai épousée? Pourquoi je suis encore avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que j'attends de cette union? Qu'est-ce que j'attends de ce couple? Et selon l'attente que j'ai, ou consciente ou inconsciente, de cette union du mariage, et en fait, ça va quand même énormément jouer sur ce qui va se passer derrière dans les relations. Si je me marie pour avoir un statut social d'homme marié, c'est pas la même chose que si je me marie parce que j'aime ma femme ou parce que j'ai envie de construire quelque chose avec elle. Vous voyez, on est quand même dans deux axes qui sont complètement différents. Si je me marie pour fuir ma situation familiale, c'est pas la même chose de je me marie parce que je choisis tel partenaire de vie qui peut m'aider, me compléter ou m'aider aujourd'hui, à avancer. De plus en plus, Ali, les gens choisissent. Enfin, en tout cas, on fait le choix de la personne avec qui ils sont en couple. Oui, mais même si on a ce choix aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans ce choix en fait? Parce que même si aujourd'hui on a cette liberté de choix, vous avez encore aujourd'hui énormément de personnes qui se marient parce qu'ils veulent fuir leur famille. Et donc, ils vont choisir quelqu'un, oui, mais ils vont choisir la personne qui leur permet de fuir la cellule familiale. Et donc, ils vont essayer de faire en sorte que ça soit pas trop le mauvais et que ça puisse correspondre le plus possible. Mais vous voyez que la motivation initiale, le facteur premier qui a fait qu'on s'est engagé avec l'autre, il n'est pas lié à l'autre, il n'est pas lié au couple,
Il n'est pas dans un objectif de construction. Il est dans le fait de fuir un endroit, et donc l'autre va servir de prétexte, de bouc émissaire pour pouvoir fuir. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que si c'est ça la raison, eh bien ça va être déjà un peu plus compliqué pour que ça se passe bien. Vous voyez, si je me marie parce que j'ai la croyance, fausse, mais croyance quand même, que en me mariant, je vais être heureux ou heureuse. Si je pars de ce principe-là, je suis mal barré. Je suis vraiment mal barré. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, dans les contes. Non. Et encore, même dans Disney, on n'a pas la suite. Quand vous regardez les Disney, ça se termine bien, mais on n'a pas la suite. Vous voyez. Mais bon, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si je me marie parce que j'attends que l'autre me rende heureux ou que le mariage me rende heureux, pourquoi je suis mal barré ? Je suis mal barré parce que je vais mettre sur les épaules de l'autre un poids qu'il ne peut pas porter, qu'il ne peut pas supporter. Je vais lui donner une responsabilité qu'il ne peut pas assumer. Je vais lui donner un pouvoir qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas, auquel il ne peut pas répondre. Et en plus de ça, je vais forcément être déçu. Donc c'est pour ça que, par exemple, que dans les études qui ont été faites sur les couples heureux, alors les couples heureux, c'est des études qui ont été faites sur des couples qui ont quand même quelques décennies d'union et qui se disent épanouis et heureux en couple, ils sont bien ensemble. Et il y a plusieurs facteurs qu'on a retrouvés dans ces études, chez ces couples-là. Et un des facteurs, c'est que ces personnes-là se disent être heureux ou heureuses avant même de s'engager, avant même de se marier. Ils étaient heureux avant le mariage. Ils étaient déjà bien, en fait. D'accord, ils étaient déjà bien dans leur peau ou avec donc ça n'a pas changé, en fait. Et ils ont choisi un partenaire de vie qui les accompagne dans le bonheur qu'ils ont déjà dans leur vie. Mais si moi, je suis pas bien, je suis malheureux, j'ai plein de trucs à régler, que je règle pas, je me connais pas suffisamment, et je choisis quelqu'un en me disant, c'est sûr et certain qu'il ou qu'elle va me rendre heureux ou heureuse, je vais tomber de très haut. Et ça le bonheur, c'est pas contagieux ? Dans quel sens ? Finalement, vous mariez quelqu'un qui est heureux, vous dites avec un peu de contagiosité, là, avec les histoires de neurones miroirs qui nous disent partout, je vais hériter de ce bonheur, c'est contagieux. C'est possible, mais c'est pas la norme et c'est pas automatique. C'est possible. C'est-à-dire que quand on a les profils d'attachement, vous prenez les profils sécures qui se marient avec un profil insécure, donc quelqu'un qui est bien dans sa peau, il a pas trop de problèmes, il a des problèmes, mais c'est-à-dire qu'il les gère ou il a pas peur d'y faire face. Si vous prenez quelqu'un de très anxieux en face et ils se mettent ensemble, la personne qui est plutôt posée, apaisée, sécure peut influencer la personne anxieuse et la rendre de plus en plus sécure. C'est possible. Que dans la relation, justement, on évolue. Et encore heureux qu'on puisse, parce que sinon, ça serait problématique. Donc oui, c'est possible. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, pourquoi je me marie réellement ? Qu'est-ce qui fait que je m'engage ? Qu'est-ce qui fait que je désire me marier ? Et qu'est-ce qui fait que je désire choisir ce ou cette partenaire ? Il y a l'âge, parfois aussi, il y a la pression de l'âge. Oui, la pression sociale, la pression familiale, la pression de l'âge, la pression justement de la ménopause pour les dames. Il y a le désir d'enfant. Donc si madame, par exemple, se marie juste pour faire des enfants, parce qu'elle a un désir d'enfant, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Si c'est ça la raison de l'union. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vivez dans une société où vous ne pouvez pas avoir d'enfants hors mariage, déjà... Il n'y a pas d'autre solution. Donc si vous avez besoin de vous marier pour avoir des enfants parce que vous ne pouvez pas autrement, pas de problème, vous allez vous marier. Ça va être la solution pour atteindre votre objectif. Encore une fois, c'est ni mal ni bien, si c'est votre solution, c'est pas un problème, tout va bien. La problématique, c'est une problématique de cohérence. Ça veut dire que ça peut très bien se passer entre vous, comme ça peut ne pas forcément bien se passer dans le couple conjugal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants et être épanoui en tant que mère ou en tant que père, parce que ça peut être aussi un homme qui désire avoir des enfants et qui veut pas partager une vie de couple à la base, mais qui veut avoir des enfants. Donc il va se marier, il va avoir des enfants, ok, il va être papa épanoui, ou elle va être maman et elle va être épanouie donc ils vont être épanouis en tant que parents. Mais puis quelques années plus tard, ils vont se poser la question du couple. Mais en fait, nous deux, donc ils se sont mariés, ils ont eu un enfant 9 mois après. Il n'y a pas eu de temps pour le couple. Vous voyez ? Donc ils sont devenus parents très rapidement. Ils vont être épanouis sûrement, en tout cas je leur souhaite en tant que parents, mais il n'y a pas de place de couple conjugal. Ce qui fait que quand ils vont se poser sur cette question-là, eh bien ils vont voir que soit il y a un vide, soit il y a des manques, ou soit il y a des problèmes. Mais si ce n'était pas l'objectif initial, alors c'est pas trop tard, ils peuvent toujours travailler dessus, ils peuvent toujours essayer... La question se pose quand les enfants quittent la maison après. Alors oui, mais ça peut même arriver même avant. C'est-à-dire c'est quelque chose que moi j'observe, c'est-à-dire que je vois des personnes qui se marient puis qui ont des enfants assez rapidement. Ils sont très contents d'avoir des enfants, de s'être mariés, mais qui vous disent oui, mais en fait avec mon mari ça va pas trop. Ok, qu'est-ce qui ne va pas ? En fait on passe pas de temps ensemble. On passe jamais de temps ensemble. Ok, est-ce que vous en avez déjà passé ? Non, jamais.
Oui, ou très peu au début du mariage, etc. Ok, pourquoi vous vous êtes marié? En fait, il y avait telle situation ou telle situation. Il n'y a pas cette idée de construire quelque chose au niveau du couple, j'entends, pas au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de construire le couple, ce qui fait que quand ils s'interrogent sur les difficultés de la vie en couple, ils vont faire face à des conséquences de vie en couple sans pour autant analyser le pourquoi. Voilà, et on est avec Ali Habibi ce matin. Je rappelle l'information. Ali, vous venez de créer une plateforme Islam et Psycho. Vous pouvez vous abonner. Yes. C'est le Netflix un petit peu de... Mais le but n'est pas de consommer, par contre. C'est vrai? Bah oui, parce que Netflix, comme toutes les autres plateformes, le but c'est de vous faire consommer, alors que là, c'est pas du tout le cas. Le but, c'est d'apprendre et d'essayer de trouver de prendre en compte des outils, de les appliquer pour trouver des solutions ou répondre à des problématiques que les gens peuvent rencontrer. Eh bien, c'est parfait pour la transition. On parlait des difficultés qu'on a aujourd'hui à vivre en couple. Et justement, en parlant de consommation, il y a la difficulté qu'on a aujourd'hui à gérer les frustrations. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je pense que depuis quand même quelques décennies, depuis peut-être une cinquantaine, 40 ans, au moins 40 ans, on a de plus en plus de mal avec la frustration. C'est-à-dire, mais dès l'enfance, et ça part de l'éducation. C'est-à-dire que, attention, ça ne veut pas se dire que c'est la faute des mamans, mais ça part de l'éducation. Ou des papas, parce que les papas cèdent presque plus que les mamans. Mais vous voyez que dans les systèmes éducationnels, il y a quand même eu un gros changement il y a 40-50 ans, où on est passé d'une éducation plutôt traditionnelle, assez stricte, avec beaucoup de distance, à une éducation bienveillante, parfois extrêmement bienveillante, à tel point que les parents, par exemple, n'acceptent plus que l'enfant puisse être frustré, puisse aller mal. Donc on lui donne tout ce qu'il désire. Dès qu'il réclame quelque chose, on va lui donner. Alors jusque-là, on peut le comprendre et on peut se dire c'est mignon, c'est cool. Le problème, c'est que si l'enfant, dans son développement, ne rencontre pas la frustration, il ne va pas la connaître. Et quand il sera adulte, comment ça va se passer? Quand il sera adulte, il ne l'acceptera pas, cette frustration. Pas plus, en fait. Oui. Et il va pas comprendre qu'on lui dise non, il va pas comprendre de ne pas avoir ce qu'il désire. Donc encore une fois, c'est pas que l'éducation, parce que vous avez aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais de tout le système sociétal actuel et moderne, où on nous invite et on nous vend on travaille sur le désir, on nous invite à une forme de toute puissance, d'être le plus tout puissant possible, de toujours faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, d'avoir ce qu'on désire, etc. Et encore une fois, ça rejoint le fait de surtout pas être frustré et de compenser toujours, de toujours remplir pour ne pas connaître la frustration. Et ça donne des adultes dans les relations de couple, si on reste dans les relations de couple, des adultes qui ne tolèrent pas quand la différence heurte leur position, quand ça ne va pas dans leur sens, quand on ne répond pas à leurs besoins. Donc par exemple, ce qui s'est passé pendant le confinement, où il y a eu énormément de conflits de couple et beaucoup de divorces, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des personnes qui jusque-là vivaient ensemble mais se voyaient quand même très peu, parce que la plupart étaient au travail pendant la plupart du temps de la journée, puis ils se voyaient quelques heures peut-être le soir. Ceux qui ont des enfants étaient pris par les enfants, le fait de les faire manger, de les faire dormir, donc ils passent 1 heure ou 2 ensemble, puis ils dorment. Jusque-là, ça tenait. Là, ils se sont retrouvés tous sous le même toit à devoir se supporter. Et donc là, ça a fait face à leur désir justement d'espace, à leur désir de faire un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent, ou d'avoir au moins le maximum de confort personnel. Vous voyez, on est aussi dans une société très individualiste, où l'individualisme est quand même majeur et important. Ce qui fait que quand vous êtes dans votre famille, que vous vous retrouvez, vous avez l'impression que votre femme ou que votre mari, et que les enfants sont sur votre dos non-stop, et qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas d'endroit où respirer, ou d'endroit où passer un petit moment avec soi-même, vous étouffez assez rapidement et vous pouvez exploser ou imploser. Et c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement. Mais est-ce que c'est la même chose pour ceux qui enfants ont connu la frustration, ou il y en a qui ne l'ont pas connue, Oui, alors ceux qui ne l'ont pas connue... Il y en a qui ont quand même été frustrés. Tous les enfants n'ont pas une éducation avec leurs caprices qui sont c'est pour ça... auxquels on cède à la minute, voyez. Non, c'est vrai, et c'est pour ça que je disais que la faute, si on parle de faute, ou en tout cas la raison, le facteur, ne revient pas juste à l'éducation et aux parents. Ça, c'est un des facteurs qui peut expliquer. Mais ce n'est pas le seul, parce que comme vous le dites, vous avez des personnes qui ont connu la frustration étant enfant, même énormément de frustration, et qui, à l'âge adulte, la refusent totalement. Et là, on peut se dire, mais donc c'est paradoxal par rapport au premier cas. Pas du tout, parce qu'il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la société.
Encore une fois, vous voyez, vous avez Castoriadis qui était un psychanalyste et un grand penseur du siècle dernier, qui disait que psyché et société sont irréductibles et indissociables l'une à l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la société dans laquelle vous vivez, l'environnement dans lequel vous êtes, va influencer votre psyché. Donc, que vous soyez frustré enfant ou pas du tout, si la société vient répondre et vous invite, c'est même pas répondre, vous invite à ne surtout pas être frustré, à ne pas connaître la frustration, eh ben, adulte, avec un peu de pouvoir, dès que vous allez avoir un peu de pouvoir, donc vous allez avoir un peu de pouvoir d'achat, un peu de pouvoir de décision, et donc le rapport de force va se jouer dans le sens où le pouvoir, ce pouvoir que vous allez avoir, vous allez l'utiliser dans le rapport de force avec les autres, va faire que vous allez vouloir compenser et ne surtout pas être frustré. C'est pour ça que les gens ne veulent pas faire d'efforts. Vous voyez, je vais aller même plus loin. Vous savez, même l'idée du bonheur, c'est-à-dire que tout le monde veut être heureux, tout le monde veut connaître le bonheur. Le bonheur, ça demande des efforts. C'est-à-dire, le bonheur, c'est pas magique, ça tombe pas du ciel. Et le bonheur, ça demande, c'est-à-dire que pour être bien, le bonheur, ça s'organise. Ça s'organise et ça demande des efforts. Vous voyez, c'est, il y avait, alors, je me rappelle plus du nom du penseur, mais c'était un philosophe grec qui disait sois libre ou repose-toi. Vous voyez, dans le sens où si tu veux être libre, si tu veux connaître le bonheur, eh ben, il va falloir te lever, faire des efforts, retrousser tes manches et travailler dans ce sens-là. Ça va pas être agréable tout le temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous vend une idée que le bonheur, faut qu'il soit agréable, que la frustration, c'est désagréable, donc on n'en veut pas, on le met de côté. L'altérité, c'est dérangeant, donc on la met de côté. Et tout ce qui ne va pas, on va l'éjecter, on va le mettre de côté. Pourquoi ? Juste pour le plaisir. Il faut on est dans une société du plaisir où il faut qu'on assouvisse nos plaisirs constamment. D'où les achats, d'où le divertissement. Quand je vous parlais de divertissement, ça répond à un besoin, un désir ou pour avoir du plaisir. Les gens vont consommer des séries en les enchaînant parce qu'ils ont l'impression que ça leur donne du plaisir et que ça les empêche d'agir. Mais vous voyez bien que quand vous êtes dans cette forme de consommation, vous êtes surtout inactif. Il n'y a plus de frustration. Imaginez qu'il y a quelques années, on devait attendre la semaine d'après pour avoir l'épisode. Il n'y avait même pas 2 épisodes. Vous avez des plateformes qui commencent par exemple Apple TV. Mettre ça en place, c'est-à-dire que eux, leur série, c'est un épisode par semaine. Oui, voilà. Vous voyez, donc ils jouent un peu sur l'attente, la frustration. Voilà. Et Game of Thrones qui a cartonné. Alors, a cartonné pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que parce que fallait attendre un épisode par semaine. Vous en aviez 10, et puis après, vous attendiez 1 an. Vous voyez, donc c'était très frustrant, et en même temps, ça, vous voyez, ça crée du désir et de l'engouement et de l'attente. Alors, on commence à avoir un peu de recul depuis une dizaine d'années. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur les couples ? Pessimiste ou optimiste ? Je ne sais pas. Quelle réponse dans quel sens vous aimeriez Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur les Totalement, bien sûr. Ils ont un impact sur le couple, ils ont un impact sur, encore une fois, la psyché. Comme je parlais tout à l'heure au niveau de la société, elle a un impact sur la psyché. Les réseaux sociaux font partie c'est un fait civilisationnel et ça a un impact sur nous. Et ça impacte sur les couples. Et l'impact, il n'est pas positif. Il est plutôt négatif. C'est-à-dire que l'impact que ça a, c'est que ça crée plus de problématiques à l'intérieur des couples que le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu beaucoup de couples qui vous disent c'est grâce aux réseaux sociaux que notre couple fonctionne bien et qu'on s'entend bien. Non. C'est soit les gens ne disent rien, soit ils vous disent les réseaux sociaux c'est un problème dans mon couple parce que mon mari il est non-stop sur son téléphone et donc il ne me regarde plus, ou ma femme ne me donne pas d'attention ou d'affection, elle est que sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi une autre problématique qui se joue, c'est que dans les réseaux sociaux vous avez beaucoup de fakes, vous avez beaucoup de choses fausses, vous avez beaucoup de choses qui sont manipulées. Vous avez tous les influenceurs qui vont vous donner une image de leur vie qui est idéale, encore une fois. Donc, vous voyez, on tend vers l'idéal, et vers cette toute-puissance dont on parlait tout à l'heure. C'est je suis beau, je suis belle. J'étais pas beau avant, je suis beau maintenant. J'étais pauvre avant, je suis riche maintenant. Je voyageais pas avant, je fais que voyager. Je ne travaille pas et j'ai plein d'argent. Et Lacoste m'envoie des survêtements de toutes les couleurs que je paye même pas pour juste que je fasse des stories. Vous voyez, donc ce modèle spécial dédicace. Ce modèle. Et vous voyez que ce modèle-là, qui va être proposé via les influenceurs sur les réseaux sociaux, mais c'est juste un exemple des réseaux sociaux, c'est pas le seul problème. Mais ce modèle-là qui va être présenté, vous voyez bien que ces personnes-là font énormément de vues, ils sont énormément suivis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste tout seuls dans un coin à parler sans que personne ne les calcule. Il y a énormément de gens qui les suivent et qui les écoutent. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est intéressant ce qu'ils font. Ça veut dire que ça donne envie à ceux qui regardent. Ils ont envie, ils désirent regarder parce qu'ils désirent vivre la même chose. Donc quand vous êtes
dans votre petite maison, votre petit appartement, avec votre chérie, et vous êtes ensemble depuis, je sais pas moi, 8 ans, 10 ans, 15 ans, ou même moins, et que vous vous dites, attends, là, les gens que je regarde tous les jours, ils ont une vie de rêve auquel j'aspire et que je n'ai pas, et que j'aimerais avoir. Et le fait qu'il l'ait, eh ben, ça veut dire que je pourrais l'avoir. Donc, ce que j'ai, moi, je n'en veux plus. Donc, quand vous regardez, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les séries où vous avez des acteurs qui sont toujours présentés sous les meilleurs traits, donc vous avez toujours, vous savez comment ça fonctionne, hein, les lumières, le maquillage, il ne transpire pas, la personne est toujours super beau ou super belle, voilà. Donc, il est rare de voir des acteurs ou des personnages chez les influenceurs qui ne sont pas élégants ou qui ne sont pas jolis. Ben, vous avez l'impression que ça, c'est la norme et que c'est tout le temps comme ça. Et quand vous tournez votre tête et que vous voyez votre mari en Marcel avec le bas du ventre qui dépasse du t-shirt et que vous voyez votre femme en pyjama avec ses cheveux complètement décoiffés, ben vous vous dites, mais c'est pas ça que je vois tous les jours qui me donne envie. Donc, je n'ai plus envie de ça. Et ça crée donc des grosses problématiques à l'intérieur des couples. Ça existe encore, les Marcel ? Les Marcel, bien sûr. Enfin, je sais pas, moi, Ali, vous avez l'air bien au courant. Ouais, mais là, vous me surprenez. Je vais pas citer. Il y a des stocks qui. Oui, il y a des communautés qui aiment beaucoup les Marcel. Je ne citerai pas pour pas créer de problématiques. L'idéal du Marcel, c'est sous le polo. Oui. Mais à la maison, sur le canapé, certains sont en caleçon et en Marcel. Et donc, c'est pas très, pas très sexy, c'est pas très élégant, ça donne pas trop envie. Si vous avez une paire de claquettes Gucci, ça passe. Bah ouais, non. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle que vous voyez à la maison est extrêmement différent du modèle que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, le désir... Je prenais l'exemple tout à l'heure du voyage. Quand vous voyez quelqu'un que vous suivez qui est toujours en train de voyager, c'est cool pour lui ou elle. Qui est toujours au soleil, là. Ils sont toujours au bord d'une piscine. Et sa vie a l'air heureuse, il a toujours le sourire ou elle a toujours le sourire, mais ils vous montrent pas ce qu'il y a à côté ou les difficultés. Mais vous voyez que ça. Donc qu'est-ce que vous vous dites ? Sa vie est extraordinaire, elle est magnifique, elle est épanouissante. Mais moi, ça fait 2 ans, j'ai pas été en vacances. Et quand je suis en vacances, je vais voir la famille. Et la famille, la belle-mère, elle me saoule et elle me prend pour son esclave. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage qui fait que il y a le désir qui n'est pas qui est alimenté d'une mauvaise manière et la non-satisfaction de ce qu'on vit parce que les gens font pas suffisamment d'efforts. Alors, Ali Habibi, je rappelle le nom de votre plateforme, Islam et Psycho. L'émission est filmée et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube et vous pourrez dire si vous aimez ou pas le pull d'Ali Habibi. Ah, vous l'avez quand même placé, hein ? Il est bien. Bah, moi, j'aime beaucoup. Il est bien. Et à partir de là... Vous moquez des gens en Marcel ? Je ne me suis pas moqué des gens en Marcel. J'ai mis en place un constat. J'ai proposé un constat sur le décalage entre le Marcel et le beau gosse en chemise bien repassée. Bon, donc vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube, vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. C'était un plaisir de retrouver Ali Habibi sur Beurre FM. À bientôt.